Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Je commencerai par remercier d'abord le comité d'organisation et principalement Madame Docteur Chiche Alami pour m'avoir associé à cette réunion assez importante que souhaitent toujours les membres de l'ASMN. Ils souhaitent toujours travailler avec MG Maroc et maintenant ça se concrétise et on va aller vers l'avant, Inch'Allah. Bien, le titre qu'on m'a proposé, le comité d'organisation, c'est les 1000 premiers jours de la vie, nutrition, microbiote et maladies non transmissibles. Vous ne trouvez pas que c'est assez large, très 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 long. Chaque thème doit avoir 2, 3, 4 heures de discussion minimum. Mais moi j'ai essayé, c'est pour cela que je vous dis ça, j'ai essayé un petit peu d'accélérer les choses, donc tenez-vous bien parce que parfois je vais accélérer, parfois je vais ralentir. Bien, d'abord j'ai assisté une fois ailleurs, à l'étranger, à une conférence sur les 1000 premiers jours. Et j'ai aimé cette image que vous voyez là. Le starting block, c'est la chose qui permet aux athlètes de faire un bon démarrage et pour arriver, parce qu'ils arrivent tous, c'est des athlètes de haut niveau, mais il y en a qui n'arrivent pas. Donc le starting block que vous voyez là, il permet donc un bon démarrage. Et plus que ça, quand ils arrivent, par exemple, le marathon, etc., à la fin, il y a des choses qui arrivent brusquement si on ne fait pas un bon régime alimentaire, comme le régime, par exemple, dissocié scandinave, comme. Et donc, ça a des buts pour garder la performance jusqu'à la fin. C'est ça notre vie. Si on fait un bon démarrage, et si on maintient notre vie et on soutient notre santé, on arrivera à la fin bien comme il faut. Et alors, ce graphique, il est très parlant, c'est le développement du cerveau. Et vous voyez que les 5 premières années, déjà, voilà, les 5 premières années, c'est là où le développement se fait, il est accéléré, il est presque, on va dire, complet, et après, ça va chuter, bien sûr, mais au fait, le tout se fait là. C'est-à-dire qu'il faut bien faire les choses à ce niveau. Même si on regarde un petit peu les neurones et la connexion entre neurones, regardez le nourrisson, puis 1 mois, puis 9 mois, puis 2 années. Et regardez, 2 années, c'est beaucoup de connexions. C'est très interconnecté et même, je trouve, un petit peu mieux que chez l'adulte, parce que ça chute. Après, ça y est, on commence. Alors là, c'est un graphique assez complexe, mais je peux le résumer. Là, on est à la conception et là, on est à l'accouchement, cette région. Et regardez, ça commence bien avant. Et je suis là en train de vous parler des 1000 premiers jours maintenant. Et les 1000 premiers jours, ça commence par là et ça va jusqu'à 2 années. Tout se fait ici. Regardez, vous pouvez voir, lire les courbes, etc. Mais maintenant, on parle des 1090 jours que l'on va compter tout à l'heure ensemble. Pourquoi 1090 ? Parce qu'on implique maintenant même le père sur beaucoup de plans, vous allez le voir tout à l'heure, c'est l'épigénétique qui va jouer là-dessus. Alors les autres organes, le cerveau, le foie, etc., le tout se développe en quelques mois au début de la vie, après la naissance, regardez. Et si on n'est pas bien nourri, si la maman n'est pas bien nourrie d'après les théories, les concepts des chercheurs qui nous ont précédés, est-ce qu'il n'y a pas assez de lumière, je crois qu'il y a, non ? Parce que j'ai vu que tout à l'heure, vous avez... C'est bon ? C'est bon. Si rien ne marche sur le plan nutritionnel, il y aura des problèmes dans ce sens. Pas de vrai développement, pas de développement achevé. Il y aura des anomalies et des pathologies par la suite. C'est ça le concept du 1000 premiers jours que l'on va développer toujours. Alors, heureusement qu'il y a, si l'intervention est très rapide, regardez dans ce graphique, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Si on fait la stimulation et si on fait la supplémentation par des aliments toutes seules, regardez ce que ça donne. Et si on les met tous les deux, on s'approche des sujets qui ne sont pas maigres, qui ne sont pas diminués sur le plan santé. Ceci me pousse à présenter ce graphique qui est assez parlant, la conception est là, l'accouchement est là, la période néonatale, la petite enfance, l'âge préscolaire, l'âge scolaire, l'adolescence, etc.
J'aime bien ce schéma parce que c'est très parlant et on peut greffer dessus tout ce que l'on veut. Voilà ce qui manque, par exemple, dans cette période. Et si on si on met la solution X ou Y, on va arriver. Donc, je l'utilise souvent, ce graphique, cette figure qui est très parlante, parce que, regardez, si on met le paquet, c'est pour cela que j'ai mis un paquet, à partir de la naissance jusqu'à 2 années, c'est les 1000 premiers jours. Et on peut les compter. De la conception à l'accouchement, c'est 270 jours, et puis on peut compter tout par la suite. Ça veut dire que les 1000 premiers jours, c'est la fenêtre de l'opportunité préconisée par les groupes de recherche dans la nutrition, la santé, aussi par les organisations internationales. Et vous voyez, pour chaque étape de ces 1000 premiers jours, il faudrait des choses très bien précises. Par exemple, il faudrait une bonne supplémentation, une bonne nutrition chez la femme enceinte qui ne doit pas être trop adolescente comme ce qui se passait chez nous au Maroc il y a quelques années, donc pour qu'elle subvienne aux besoins nutritionnels de son fœtus. Il faudrait donc ce que vous donnez comme médecin généraliste, comme médecin gynécologue, obstétricien, etc., comme vaccin, comme vitamines, l'acide folique, le fer, etc., c'est très bien. Et l'accouchement, c'est très important, parce que l'accouchement, si c'est la voie basse, c'est une bonne chose. Si c'est la voie césarienne, normalement, il faudrait l'éviter, sauf s'il y a indication par le médecin traitant, le médecin qui va suivre. Parce que là, se déroulent des choses sur le plan microbiote qui fait toujours partie aussi de la micronutrition, on va le voir. Cette micronutrition qui maintenant on commence à orienter nos travaux, nous les chercheurs dans la nutrition, vers la micronutrition, microbiote, épigénétique, etc. On décolle un petit peu des choses classiques qui sont les macronutriments, le diabète type 2, les maladies cardiovasculaires, parce qu'on a trouvé que toutes ces maladies non transmissibles chroniques trouvent aussi leur remède ou leur origine dans la micronutrition et l'épigénétique si les choses ne vont pas toujours bien. Bien, et puis après l'accouchement, la mise au sein précoce. Puis la mise au sein précoce, l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, la diversification alimentaire. Et on peut toujours allaiter, il faut toujours allaiter jusqu'à 2 ans. Avec la diversification alimentaire, avec l'introduction de nouveaux, etc. Donc, on est dans les 1000 premiers jours. Et regardez comment ça se passe. Ce schéma qui est très parlant. Donc, les 1000 premiers jours, c'est ça, c'est la conception, puis la grossesse, puis mise au sein précoce, allaitement, etc. Et finalement, on rajoute les 90 jours. Maintenant, dans certains travaux, on préconise de parler de ça parce que là, il y a quelque chose qui se passe. C'est le père qui doit être inclus dans beaucoup de choses, et aussi sur le côté génétique. Donc l'épigénétique, elle est là. Parce qu'il y a des modèles maintenant, regardez, si on s'intéresse un petit peu à l'épigénétique, qui expliquent un petit peu ce qui se passe avant la conception, à la formation des gonades, la migration des cellules germinales primordiales, quand les gonades s'installent, et ça intéresse la méthylation, la déméthylation, l'acétylation, ce sont des termes très connus par les généticiens et qui intéressent donc le développement de certaines pathologies ou le déroulement normal de notre physiologie, de nos pathologies. Et puis il y a une deuxième vague de déméthylation, donc de réexpression des gènes. Tout ça, c'est un peu confus, mais ce que vous allez regarder ici, c'est la différence entre la femme et l'homme, ou bien entre ce qui se passe dans le sperme de l'homme et dans l'ovaire de la femme, et ça a des retentissements vers la fin, bien sûr. Là, c'est avant. Donc l'épigénétique intervient avant, mais intervient aussi le long de la vie. Mais ce qui est très important, c'est de se focaliser sur les 1000 premiers jours, parce que si tout est bien réparé. Alors, l'épigénétique, c'est que les gènes, je ne vous apprends rien, les gènes sont là, avec les séquences comme il se doit, mais ils peuvent être déviés dans leur expression, etc. Et toujours, pourquoi je vous dis ça? Parce que la nutrition est toujours dedans. Regardez ce schéma qui est très parlant, caricature, mais très parlant. On trouve l'acide folique toujours. C'est pour cela qu'on la conseille, qu'on la conseille aux femmes pour éviter la spina bifida, pour éviter le bec de lièvre, des choses comme ça. La méthionine, la vitamine B, la choline qu'on trouve dans les œufs, etc. Donc, ils sont carrément
inclut ou bien il concourt à cette méthylation, déméthylation, acétylation des termes courants chez les généticiens. Bien, c'était l'épigénétique. Mais maintenant, le microbiote. Et alors, comme vous le constatez, j'essaie de résumer un petit peu les choses qu'on m'a proposées dans le titre, le comité d'organisation. Le microbiote, regardez si on prend une femme toujours enceinte. Donc, on est dans les 1000 premiers jours. Alors, le fœtus, il est soumis à des choses quand même que je ne vais pas discuter du microbiote parce qu'à lui seul, ça nécessite des heures et des heures. Mais la femme connaît le microbiote dans différentes régions. D'abord dans sa peau, dans son intestin qui est le plus important, dans le lait maternel qu'il va donner à son enfant après, dans la cavité bucco-dentaire, cavité vaginale, etc. Et l'enfant, quand elle va accoucher, il va donner un enfant qui a quand même une certaine empreinte. Une certaine empreinte, ne serait-ce que celle de la peau. Parce que si on fait une césarienne à ces enfants qui vont sortir axéniques, presque stériles, donc, ils vont être inoculés par des choses qui se trouvent dans la salle où la césarienne se déroule. Et notamment, le danger, c'est le nosocomial. Alors que si la femme accouche par voie normale, par voie basse, elle va transmettre à son enfant quand même une certaine empreinte génétique, on va dire. C'est un peu comme l'empreinte digitale que nous avons, que chacun a et n'a pas. Il n'y a pas une autre personne qui a la même empreinte digitale. Donc, l'enfant, quand il sort axénique, il doit sortir par la voie vaginale. Maintenant, aux États-Unis et dans d'autres pays qui nous ont devancés dans beaucoup de choses, alors, la femme, quand elle subit la césarienne, il y a le professionnel qui travaille dessus, met une gaz stérile dans le vagin de la femme qui accouche, par voie césarienne cette fois-ci, et à la sortie, ils vont badigeonner cette petite gaz stérile sur la figure, etc. C'est pour démarrer le bon microbiote hérité de la maman cette fois-ci et aussi du père, pourquoi pas. Alors vous voyez, la flore bleue s'installe lors du passage de la sortie vaginale. Et à ce moment-là, commence à se développer le microbiote. Donc, je vous apprends pas beaucoup de choses, vous connaissez déjà ça. Et ça a la valeur d'une empreinte digitale. Une étude assez récente, en 2014, montre la différence entre ce qui est à droite, la voie basse, et ce qui est l'accouchement par césarienne. Et regardez l'évolution du bon microbiote, Bacteroides, Bifidobacterium, par rapport à la césarienne. Donc, ça laisse penser à beaucoup de choses. On peut se poser des questions, et nous, en tant que chercheurs, j'aimerais bien discuter avec vous en tant que praticien, est-ce que la césarienne est toujours valable? Je sais que c'est un gain de pain pour beaucoup de personnes, etc., mais est-ce que c'est, excusez ma franchise, mais parce que c'est là où commence, c'est le starting block de notre vie. Alors là, pour vous faciliter la chasse, vous allez la tâche, excusez-moi, des flèches bleues, des flèches marron, etc. Quand c'est bleu ou bien c'est vert, c'est bon. Quand c'est marron, c'est dangereux. Alors on peut voir, à partir de la naissance, contamination intra-utérine, c'est bien, Bifidobacterium, Lactobacillus, etc. Quand on a la césarienne, c'est pas bien parce qu'on risque d'être contaminé par des bactéries qui ne sont pas bonnes. Vaginal, c'est bon. Clostridium peut toucher, et là on peut parler, si vous voulez, tout à l'heure. Et finalement, l'allaitement maternel, il est bon parce qu'il est riche en bifidobactéries, etc. Formule infantile, je préfère ne pas donner de... probiotiques, c'est bon quand c'est nécessaire, bien sûr, parce que les probiotiques, ce n'est pas antibiotiques, maintenant c'est probiotiques. C'est pour la vie, je crois que c'est là où l'on se dirige, pas comme ce qu'on a fait avec les antibiotiques qui nous mettent maintenant dans une position de résistance. Alors regardez, c'est très connu ce graphique, je le passe très vite. Les 7 premiers jours, ça y est, les premières installations des premières bactéries qui sont bonnes dans notre microbiote, bénéfiques pour nous. Sauf qu'avec l'âge, on risque de voir des déclinaisons. Il y a des bactéries qui vont carrément chuter, les bonnes bactéries, et ce sont les mauvaises bactéries qui vont prendre le dessus.
C'est pour cela qu'un conseil, il faudrait choyer, il faudrait entretenir, soutenir son microbiote grâce à une bonne alimentation et pas seulement grâce aussi à une activité physique. Les conseils qu'on trouve toujours, hein, activité physique, bien dormir, prendre de l'eau, hein, fruits, légumes, le bio, etc. Tout ça, c'est valable pour le microbiote. Pourquoi? Parce que déjà les problèmes qui sont reliés à la nutrition, on les voit quand on est obèse, body mass index, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, les acides gras polyinsaturés, la macronutrition, la micronutrition et la phytochimie, phytothérapie, si on peut dire dans la suite. Les choses qui sont liées à la non-nutrition, c'est le stress, la médication, les toxines, la cigarette, etc. Et ça fait que cette femme aura un mauvais microbiote et le transmettra à son enfant, bien sûr, parce que de elle, personnellement, ce qui va dépendre, c'est l'exercice qu'elle fait, c'est l'âge, c'est ce qu'elle a hérité génétiquement et les infections, etc. Bien, ce microbiote, le bon, quand on l'hérite, ou le mauvais, il nous suit jusqu'à la fin de nos jours. Et si jamais notre maman qui nous a donné naissance, ou si nous n'allons pas entretenir notre microbiote, pas parce que nous vivons une pauvreté, fatigue physique, réponse immunitaire défectueuse, beaucoup de choses, accidents, chagrin, etc. Les conséquences, c'est la dysbiose. On n'est plus dans un état de eubiose, qui est un bon microbiote, mais de dysbiose. Et cette dysbiose, c'est... si vous voyez, là, c'était une séquence de film animé, vous voyez cette fumée, on va dire, à gauche, à droite, qui est rose. C'est comme si un tsunami de mauvaises bactéries va prendre le dessus sur les bonnes bactéries. Là, nous sommes sur les cellules intestinales, l'épithélium intestinal, et là où il y a notre bon microbiote, et quand il est affaibli, il sera envahi et remplacé par le mauvais microbiote, les mauvaises bactéries, les bactéries méchantes. Et à ce moment-là, on se trouve déjà face à beaucoup de maladies qui ont été recensées dans plusieurs travaux. Par exemple, ce travail qui s'appelle « Nous avons tous besoin du microbiote ». C'est magique, la deuxième édition, c'était le microbiote, c'est magique, c'était, je crois, en 2014. Et regardez l'acné, les allergies, l'ulcère, l'eczéma, les mycoses intestinales, le stress, turista, vaginose, etc. Et la liste est encore longue. Maintenant, le microbiote qui était de quelques espèces qu'on connaît il y a 8 ans, 400, 500 espèces, maintenant on est à plus de 2000 et même peut-être plus. Et même les publications, ils sont en flèche beaucoup. Tout le monde s'y met maintenant. Et qui sait qui a donné une bonne idée sur le microbiote, c'est l'INRA de France grâce à un projet qu'elle a démarré en 2008, recensant le différent génome. Heureusement qu'il y a les probiotiques quand il y a ce genre de problème. D'accord, donc je vais aller directement à la fin, parce que j'allais parler de l'obésité un petit peu, qui débute aussi les 1000 premiers jours, et ça a été dit par Barker, hein, ce prix, qui a eu un prix d'Urban en 2005. Barker qui, après son concept de programming fœtal, parce qu'il préconisait que quand on est en stress nutritionnel dans le ventre de sa maman, on programme, on inscrit, on mémorise donc ceci et on développe un phénotype économe. Et ce n'est qu'après, à l'âge adulte, quand on trouve une abondance alimentaire, du repos, la sédentarité, que ceci explose. Maintenant, le nouveau concept, c'est origine développementale de la santé et des maladies, qui a reçu un consensus mondial et un manifeste a été signé par 15 pays et 15 organisme international et qui explique un petit peu l'origine de l'obésité. Par exemple, ici, comment on transite d'une sous-nutrition à une overnutrition, à une surnutrition via la macrosomie quand la maman est diabétique et obèse. Il y a aussi le rebond adipocytaire qu'on incrimine, mais on n'a pas le temps pour le développer. Il faut éviter ce rebond adipocytaire parce que les personnes qui ont un rebond adipocytaire précoce vont devenir obèses avec toutes les maladies non transmissibles chroniques après. Il y a aussi quelque chose qui est très important et qui va toucher cette fois-ci aussi le microbiote, c'est les bactéries Gram- qui ont dans leur paroi les lipopolysaccharides et qui vont donc traverser la paroi intestinale
et s'agencer avec le récepteur des macrophages et qui vont aller déranger et désorganiser et regarder le foie, les muscles et aussi l'autre tissu adipeux qui est bien, parce que nous avons un bon tissu adipeux autour du bassin, le gynoïde en dessous de la peau, mais dans la cavité viscérale, c'est le plus mauvais, c'est le plus dangereux. Et là, je tire aussi le signal d'alarme sur les femmes qui ont un bon tissu adipeux qui est très bien gynoïde, parce qu'il sécrète l'adiponectine, vers laquelle je vais tout de suite, qui augmente la sensibilité à l'insuline, l'effet aux anti-inflammatoires, il augmente aussi la vasodilatation, le HDL cholestérol, alors que celui-là, le viscéral, il va amener vers le diabète type 2, les maladies cardiovasculaires, augmenter la mortalité par ces pathologies, donc je passe vite aussi. Et puis la dysbiose est incriminée aussi dans l'obésité. On trouve les firmicutes maintenant chez les personnes les plus obèses, ce que vous voyez là. On trouve aussi que la femme, d'après les dernières études, des derniers articles, la femme obèse transmet à son enfant son microbiote, donc il va devenir obèse, alors que la femme bien portante, elle aura des enfants bien portants. Obèses et non obèses, regardez les différences dans leur microbiote, pas variées chez l'obèse, mais très très variées chez la personne normale. Et même on a pris des études toutes récentes, le microbiote des personnes obèses qu'on a donné à des souris axéniques, ils sont devenus obèses, et celui d'un homme normal, la souris axénique est normale. Et même plus d'autres études maintenant montrent qu'une souris obèse, si on la donne, transplantation, si on fait à une souris normale ou bien axénique, il va devenir obèse. La même chose pour la maigreur, l'anorexie même, et la même chose pour la normale. C'est Patrice Cani, professeur Patrice Cani, qui a trouvé maintenant une bactérie qui est très importante, Akkermansia mucinifila, qui doit exister dans les fesses et dans les crottes, si j'ose dire, des personnes pour qu'ils ne soient pas obèses. Seulement, il faudrait qu'elles soient avec un cortège d'autres microbes, pas toute seule. À elle seule, elle ne joue pas le jeu. Il faudrait qu'il y ait un microbiote ami avec cette Akkermansia et qui doivent jouer de concert pour éviter cette... Alors, je risque de terminer maintenant parce que je vais parler maladies cardiovasculaires. Il y a quand on s'alimente trop gras, on développe la triméthylamine, TMA, qui va donc devenir TMAO, oxyde, et qui va se fixer à une archée et qui va donner le méthane comme produit. Mais toutes les études montrent que c'est elle qui est incriminée, regardez, dans les maladies cardiovasculaires et les maladies. Et même la mortalité augmente plus on prend le gras. Alors que faire? Déjà, sur le plan microbiote, maintenant, on est sur la transplantation, réussie à 90%, que vous voyez là. Et aussi, les modalités de traitement de l'obésité, il n'y a pas mieux que l'allaitement maternel lors des premiers jours, mais aussi après, c'est la micronutrition. Il faudrait s'y mettre à la micronutrition qui intervient par différents artifices, aussi bien dans la chirurgie bariatrique, aussi bien quand on veut. Et aussi, sur le plan nutritionnel, je vous conseille le chrome, les microconstituants de la cannelle, du thé, les antioxydants et les oméga 3 parce qu'ils augmentent la lipolyse. C'est l'objectif de tout médecin et de tout diététicien et nutritionniste qui lutte contre la montée de l'obésité, parce que notre objectif, c'est de garder la masse maigre, faire du sport, de l'activité physique, et de diminuer donc la graisse donc par la lipolyse. Ils augmentent ces constituants nutritionnels que vous voyez là, la sensibilité à l'insuline, la lipolyse, l'insulinorésistance, ils la diminuent avec la lipolyse, la lipogénèse. Et il faudrait garder, oui, je termine, il faudrait garder la dose et la durée, au moins 3 mois, et pour chacune sa dose. Bon, je vais accélérer pour vous dire que les probiotiques, le microbiote a besoin aussi d'une bonne alimentation, d'une bonne hygiène que vous avez parce qu'on vous a donné les présentations. Vous pouvez donc regarder tout ça à tête reposée et regarder notre alimentation qui est assez riche en probiotiques aussi, comme le lben ici au Maroc, comme le kéfir, etc. Mais là, les prébiotiques qui boostent et qui donnent la force à ces bactéries, les bonnes bactéries, pour jouer leur rôle. Vous avez les artichauts, chicorée, bananes, ail, oignons, etc., etc. Les panais, le navet, topinambour,
les oméga 3 des poissons, ils sont trop aimés. Et donc, pour conclure, il faut mettre le paquet sur les 1000 premiers jours. Et merci pour... Et je demande des excuses à M. le Président. Merci, M. Bourg. Ce n'est pas vous qui risquez de terminer, c'est moi qui risque de perdre ma place de modérateur. Pourquoi? Mais ce n'est pas grave. Donc, la parole est à la salle. Oui, je suis là. S'il y a des questions. Merci. Bon, je crois que l'exposé était complet. Donc, mais j'espère que je n'ai pas été très rapide, non? Hein? Rapide? Oui. Toutes les communications sur le site MJ Maroc. Hein? Oui, oui. Donc, on va passer à la remise du trophée qui sera remis par Mme Qabbaj, membre de MG Maroc, du comité MG Maroc. Tout juste après, nous avons la séance officielle de l'inauguration.